L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Monique Pinson-Charlot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes sociologue, vous avez longtemps été directrice de recherche au CNRS, donc vous êtes aujourd'hui retraitée. Vous venez de publier avec votre mari Michel, avec lequel vous avez coécrit la plupart de vos ouvrages, cette BD, Les riches au tribunal, l'affaire Cahuzac et l'évasion fiscale. C'est aux éditions Seuil Delcourt, avec les dessins d'Étienne Lécroard, le récit du procès de l'ex-ministre du Budget français, sous forme donc de dessins plutôt drôles et didactiques. Jérôme Cahuzac a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour fraude fiscale. Jérôme Cahuzac, dans l'histoire, ça restera comme un moment de sidération nationale. On se rappelle évidemment de ces moments où il avait juré les yeux dans les yeux aux députés et sur une chaîne de télé qu'il n'avait rien fait. C'est ce sentiment aussi là que vous avez ? Alors, ce souvenir de la sidération. Le souvenir de la sidération, bien sûr, parce que c'était extraordinaire. En France, seul le ministre du Budget, c'est une dérogation au droit commun, peut engager des poursuites au pénal en cas de fraude fiscale. Et comme il était lui-même gendarme et donc fraudeur, vous comprenez pourquoi la situation nous a intéressés et pourquoi nous avons décidé de suivre son procès du début à la fin. D'autant plus que vous l'aviez rencontré quelques mois avant la révélation de son propre scandale. Et là, pour le coup, il avait le rôle de cavalier blanc. Tout à fait. J'étais allée l'interviewer au sujet des niches fiscales de Nicolas Sarkozy, auxquelles on ne comprenait rien, Michel et moi. Et il m'avait bien tout expliqué, les forfaitures, comment on déclare que les niches fiscales baissent uniquement en changeant de ligne comptable, en faisant passer les plus grosses niches fiscales sur une autre ligne comptable. Et il m'avait bien tout expliqué ça. Il avait même accepté de signer son entretien dans notre livre « Le président des riches ». Et puis, du coup, j'ai été un peu triste de me retrouver avec lui, finalement, face à face au procès. Triste, c'est le sentiment qui Oui, vous a... c'était pas si facile que ça à vivre, mais si vous voulez, la sociologue prend toujours le dessus. C'est-à-dire que c'était tellement grave que François Hollande est nommé ministre du Budget, un homme socialiste, se revendiquant du socialisme, est nommé... Pour moi, en toute connaissance de cause, parce que dans cette bande dessinée, on montre bien, avec les dessins absolument savoureux d'Étienne Lécroard, comment tout le monde savait, depuis l'an 2000, que Jérôme Cahuzac avait monté plusieurs comptes à l'étranger, sans les déclarer au fisc, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette affaire Cahuzac ? Qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, rien. C'est-à-dire qu'au fond, tout se passe comme si, plus on découvre que la fraude fiscale est généralisée au sein de la classe dominante, au sein de ceux qui s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs, les hommes politiques, enfin tous les hommes d'affaires, enfin c'est vraiment... Jérôme Cahuzac a été traité de schizophrène, d'un type qui a une part d'ombre, etc. C'est-à-dire qu'on a essayé de psychologiser le problème pour transformer Jérôme Cahuzac en un arbre chargé de cacher la forêt. En fait, c'est un parmi tant d'autres, c'est ce que vous dites ? Voilà, c'est un parmi tous. C'est-à-dire que c'est tellement systématique que cette bande dessinée est, comme vous l'avez dit très gentiment au début, est très pédagogique et démontre que ce sont des rouages qui sont tout à fait cyniques, qui sont machiavéliques et qui ne sont jamais le résultat, pratiquement jamais, le résultat de la fraude, de la traque des services de Bercy. C'est-à-dire que là, si Cahuzac est tombé, c'est uniquement grâce à Mediapart et à sa mésentente avec sa femme et à son divorce. Mediapart, qui est le journal indépendant qui a révélé cette affaire. Page 52 dans cette BD, vous écrivez cette classe sociale, en parlant de la classe sociale à laquelle appartient Jérôme Cahuzac et d'autres, dites-vous, mobilise tous les moyens politiques, financiers, judiciaires pour créer l'opacité, la fraude massive et planifiée pour échapper à la solidarité nationale. Ce sont des accusations très graves. Oui, très graves. C'est-à-dire que tous les experts de droite et de gauche sont d'accord pour dire que la fraude fiscale des plus riches représente 80 milliards d'euros en moins chaque année dans les recettes fiscales de l'État. Et moi, je dis que c'est beaucoup plus, mais enfin... C'est l'équivalent du déficit public français. Voilà. Et donc, si vous voulez, on se rend compte que cette fraude fiscale, c'est une arme, en réalité, une arme financière pour asservir le peuple. On nous raconte qu'il y a un déficit et que c'est le peuple qui doit le rembourser. Or, ce déficit, il est construit précisément par ceux qui détiennent tous les rênes du pouvoir jusqu'en haut de l'Élysée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, il n'y a pas d'autre solution que nous, les gens du peuple, les gens qui faisant tourner, comme vous faites tourner la télévision. Moi, je fais tourner ma machine sociologique avec mon cher mari et Étienne Nécroart là, de dévoiler ces mécanismes et un jour d'être solidaires pour un changement en profondeur dont nous avons tout intérêt aujourd'hui avec les annonces que vous avez faites tout à l'heure avec ces inondations épouvantables, cet ouragan aux États-Unis. Enfin, on voit bien que le dérèglement climatique est là, et ce dérèglement climatique, c'est véritablement le système capitaliste, les capitalistes, ceux qui sont assoiffés, affamés, gourmandissimes d'argent, sont en train de détruire la planète et l'humanité. Est-ce que vous avez inventé l'expression président des riches avec cette bande dessinée sur Nicolas Sarkozy? Alors, on ne parlait pas d'Emmanuel Macron à l'époque, c'était une bande dessinée sur Nicolas Sarkozy. Bande dessinée, c'était un ouvrage, pardon. Un ouvrage qui était d'ailleurs assez rasoir à lire, avec beaucoup d'informations. On ne pensait vraiment pas faire un succès comme 150 000 exemplaires vendus. Oui, c'est ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la parenthèse de François Hollande, qui a quand même aussi été un président qui a beaucoup servi la haute finance, malgré le fait qu'il avait déclaré que c'est son adversaire principal, ce sparadrap colle parfaitement au nouveau président de la République, plus que jamais au nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Alors, vous êtes extrêmement critique, effectivement, de ce président. Vous, la femme de gauche, vous ne vous en cachez pas. C'est un président, dites-vous, maquillé. Qu'est-ce que ça veut dire, un président maquillé ? C'était un peu pour jouer sur les deux sens du terme maquillé, c'est-à-dire qu'on a su que pendant la campagne électorale, il avait eu genre 40 000 € de frais de maquillage. On se disait, tiens, un jeune homme de même pas 40 ans, c'est bizarre qu'il ait besoin de tant de maquillage, pourquoi? Et puis maquillé, parce que, si vous voulez, il s'est fait élire sur des tas de promesses, En marche, on va aller de l'avant, une société moderne, et en réalité, c'est une récession sociale, une révolution conservatrice, comme la France on n'a pas vécu depuis plusieurs dizaines d'années. Vous dites qu'il est représentant de la pensée unique. Oui, parce que maintenant, on est dans une dictature, mais ce n'est pas un parti unique. Une dictature, le mot est très fort. Le mot est très fort. Je suis désolée, c'est vrai, je ne devrais pas le dire sur une chaîne publique, mais en même temps, si vous voulez, il n'y a pas la liberté de penser n'est pas si grande que ça, dans la mesure où chaque jour, il y a une propagande qui est diffusée par un certain nombre de médias, puisque 9 milliardaires, les amis d'Emmanuel Macron, possèdent 90% des médias. Bien entendu, j'ai exclu le service public de ces 90%, puisque c'est l'État qui est propriétaire de votre chaîne. Et donc, on est dans la pensée unique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus nos alternatives. La pensée critique n'a pas le droit d'exister. La pensée critique doit être censurée. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron aujourd'hui n'est pas critiqué, y compris dans la presse. On est quand même loin d'un tapis rouge en permanence déroulé devant le président. Bon, ça, vous avez raison. Mais on ne va pas assez jusqu'au bout de la violence de classe que ce président représente. C'est-à-dire qu'il est arrivé à l'Élysée, rendez-vous compte, il a fait un peu plus des dizaines de milliards d'euros de cadeaux à ses camarades de classe, aux plus riches, tout de suite. Notamment la suppression de l'ISF. La suppression de l'ISF, la flat tax, qui est un cadeau aux riches absolument étonnant. Et en contrepartie, il suffirait de 10 milliards, il faut m'écouter bien, 10 milliards d'euros pour résoudre le problème de la grande pauvreté en France. C'est-à-dire que si tous ceux qui sont payés au RSA étaient payés au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 60% du revenu médian, il n'y aurait plus de pauvres dans notre pays. 10 milliards d'euros par an. Et pour les riches, c'est des dizaines et des dizaines de milliards. Et eux, sans aucun contrôle de l'argent, de l'usage de l'argent qui leur est donné. Je vais aller dans votre sens avec ces conclusions de l'Institut, en tout cas c'est pas moi, mais c'est l'Institut des politiques publiques qui vient de rendre un rapport la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu. Les conclusions du rapport à propos du budget qui est observé à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce rapport dit que les effets cumulés des réformes 2018 et 2019 mèneront à une perte de revenus disponibles, c'est-à-dire de pouvoir d'achat pour les 20% des plus modestes, alors que pour les 1% des ménages ultra riches, ils verront leur revenu de paix de 6%. Pour vous, les classes les plus pauvres en France paieront très cher ce mandat d'Emmanuel Macron ?
très très cher. Ils vont le payer très cher en matière financière, en matière idéologique et linguistique, parce que si vous voulez, Emmanuel Macron traite les plus riches de premiers de cordée et les plus pauvres de fainéants, qui coûtent un pognon de dingue, c'est toujours des coûts, des charges. Il faut surtout les contrôler. On ne contrôle pas les fraudeurs fiscaux, comme on le montre dans cette BD, au plus haut niveau. Mais par contre, toute fraude par rapport à toutes les protections sociales, le RSA, là, c'est vraiment très contrôlé. Vous ne croyez pas au virage que le président a entrepris ces dernières semaines, notamment avec son plan pauvreté, qui a quand même été salué par beaucoup d'associations et de gens qui travaillent avec les plus démunis? Non, parce que les 6 milliards du plan pauvreté ont déjà été pris si on fait le compte des points de la CSG qui ont été enlevés aux retraités, tout ce qui a été enlevé, les emplois aidés, tout ce qui a été les APL, la baisse des APL, on arrive à 6 milliards des deux côtés. Donc c'est de la com. Est-ce que ce discours, où vraisemblablement personne ne trouve grâce à vos yeux, y compris à la gauche de la gauche, je crois que vous êtes éloigné de Jean-Luc Mélenchon, ça n'encourage pas un vote contestataire? De toute façon, ils sont tous mauvais, autant voter pour l'extrême droite ou... Non, parce que si vous voulez, nous ne sommes pas dans la dénonciation. Nous sommes dans le dévoilement du fonctionnement d'une oligarchie hautement prédatrice. Et aujourd'hui, cette oligarchie a un rendez-vous avec nous à un moment où la planète est véritablement en danger et où les processus de déshumanisation des plus pauvres sont mis en route. Et ce rendez-vous-là, les Français doivent comprendre qu'il est grave et que chacun doit être à la hauteur de ce rendez-vous pour préserver l'avenir des prochaines générations sur cette terre. Alors, que faire? Je repose ma question. Vers qui se tourner? Est-ce que l'initiative viendra des citoyens? C'est un discours qu'on entend beaucoup en ce moment, mais est-ce que les citoyens ont les moyens? Est-ce qu'ils ont les penseurs qui peuvent les amener à faire quelque chose? Absolument. Il faut que, si vous voulez, que les Français qui travaillent, qui font fonctionner l'économie réelle et qui n'ont pas de l'argent pour spéculer, parce que les 3/4 de l'argent des riches servent à la spéculation, à créer des bulles financières. Et donc c'est nous qui faisons fonctionner le monde de l'économie réelle. Il suffirait qu'on décide tout simplement d'arrêter de travailler pour que ce soit la panique tout en haut de la société. La grève générale, c'est ça? Oui, la grève générale et bien d'autres façons qui n'ont pas besoin d'être violentes physiquement, parce que la violence, elle est en haut de la société et pas en bas, là où nous sommes, nous. Vous êtes indigné, révolté ou passionné? Je suis les trois ensemble. C'est-à-dire que je suis une personne heureuse de vivre. J'ai partagé tous ces livres avec mon mari. On est un couple uni, heureux, amoureux. Et une sociologue qui fait son travail et qui est effectivement passionnée par son travail, mais qui souhaiterait très honnêtement que les puissants de France, d'Europe et de la Terre cessent de nous servir la soupe tous les jours comme ils le font en ce moment. Merci beaucoup Monique Pinson-Charlot d'être venue sur le plateau de Paris Direct. Je rappelle cette BD, l'affaire Cahuzac et l'évasion fiscale aux éditions Seuil Delcourt avec les dessins d'Étienne Lécroard à retrouver donc en BD. Merci à vous, beaucoup. Belle journée.